Salut tout le monde. Bon dimanche. Alors ici à Santa Monica il est 8h43 et nous sommes le dimanche 13 avril 2025. Et voilà. Et comme par hasard, je démarre la vidéo et j'ai envie d'aller faire pipi. Enfin, je vais voir si je peux le réussir à faire cette vidéo avant que ce soit impossible pour moi de me retenir. Voilà, je crée une sorte d'intimité en partageant des choses intimes avec vous. Non, j'aime bien faire l'espiègle et le coquin. Mais aujourd'hui, je vais essayer de garder le sourire parce que je vais parler d'un sujet lié à ma vie. C'est ce qui est peut-être en grande partie à la base d'un certain nombre d'errances dans ma vie, qui est ma relation avec ma mère. Et l'aspect lié à ma mère, ça a été toujours un point noir. Comment on appelle ça alors, en vision lorsqu'on a un angle mort? Bref. Et c'est un sujet qui est extrêmement délicat et qui est tabou dans la société. Il y a plein de tabous dans la société, notamment la société moderne. Le tabou lié... maintenant on connaît, on a exploré pendant des centaines d'années la violence masculine. Et il reste ce tabou qui est lié à la violence féminine et la violence de la mère. Et il m'aura fallu du temps, des épreuves, pour avoir le courage aujourd'hui même pour moi, de pouvoir regarder en face la situation, quelle a été la relation avec ma mère et en tirer des conclusions. L'une de mes plus grosses angoisses que j'ai dans cette vie, c'est l'inconscience. Ça me terrifie d'imaginer qu'à des moments j'ai pu être ou que je puisse être en inconscience et de faire du mal sans m'en rendre compte. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé avec mes enfants qui m'ont rejeté il y a 7 ans. Je les comprends, je les blâme pas, je les juge pas. Mais des fois, on peut faire du mal sans s'en rendre compte. Par exemple, en ne jouant pas son rôle correctement. Donc moi, pour faire vite, je n'ai pas su les protéger du chaos dans lequel ils ont grandi. Et la fureur et la rage dont j'ai été victime et dont ils ont été exposés, et qui est certainement devenu un tabou pour eux. Ils n'ont certainement pas le droit d'en parler, mais il y a quelques années, mon fils m'avait écrit quelque chose de très douloureux. Il m'avait dit que j'avais été un mauvais père. Et j'ai accepté, puisque j'ai fait un épisode sur la vérité. Je crois que lorsqu'il m'a dit ça, j'ai pas voulu. J'aurais pu faire comme tout le monde, essayer de chercher des excuses. J'aurais pu trouver des explications rationnelles, mais bon, si c'est ce qu'il a vécu, je l'accepte. Je suis qui moi pour... et j'ai réalisé que, avec ces mots, il essayait de me dire quelque chose. Et c'est pour ça que je fais tout ce travail, notamment avec cette chaîne, mais ailleurs aussi, à titre personnel. Et mon objectif avec cette chaîne, c'est de secouer toutes les certitudes, parce que mon but profond, c'est l'amour de l'autre. Et avoir le courage et la force d'avoir une colonne vertébrale pour permettre
l'amour de l'autre sans jugement. Et quand je parle du fait que je ne suis plus à gauche, ce n'est pas forcément un discours politique que je fais, mais plutôt d'essayer de trouver la part mythique qui est en moi, et afin d'avoir une telle authenticité que d'un seul coup les choses deviennent évidentes, indéniables, alignées. Et donc j'accepte mon sort. Ça fait 7 ans que je n'ai pas vu mes enfants, que je n'ai pas eu de relation avec eux, ce qui était horrible. Mais ma peine, elle n'est pas dans ma souffrance. Ma peine, elle est pour eux. Le fait qu'ils grandissent sans père, et peut-être que... Mais la peine que j'ai, c'est-à-dire ma peine à moi, ma peine égoïste, on va dire, c'est que chaque jour, j'ai l'impression de vivre le deuil de mes enfants encore vivants. Et en tant que parent, c'est le pire qui puisse arriver. Et j'ai compris qu'avec leur déception, leur rage, que c'était eux les victimes. Pardon, sorry. Quand je fais cette chaîne, tout ça, ce n'est pas chercher à blâmer qui que ce soit. Mon but n'est pas de dénoncer, mais d'essayer de partager mes compréhensions, ma quête personnelle. Sans aucune prétention, mais peut-être juste inspirer d'autres peut-être à commencer leur propre chemin, parce que je pense que chaque chemin est différent. Il y a des résonances, il y a des alignements, il y a des choses convergentes, mais dans l'ensemble, chaque vie est un autre puzzle qui demande en tout cas les mêmes ingrédients, c'est-à-dire courage, authenticité, abnégation, curiosité sincère et bienveillante. Et avec cette chaîne, j'essaie de traduire ce que je comprends petit à petit, des choses que je n'aurais pas pu comprendre ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Et peut-être donner de l'espoir, de dire que peut-être, en fait, la solution est dans chacun d'entre nous. Et ce que je vais partager aujourd'hui, c'est des choses fascinantes liées à la vie, parce que lorsqu'on a un désir profond de connecter avec l'univers, le divin, et ça ne veut pas dire être religieux et puis se mettre sous les ordres, mais juste de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose, une conscience supérieure à nous, englobante, ou dans laquelle on est inscrit certainement. Et bien là, on accède à des joies qui dépassent la perception commune et le matérialisme. Et parfois, souvent, j'ai un écureuil qui passe à côté de moi, il a pas eu peur, il a caressé ma cheville. Ah mais là, il y en a un là, il y a l'écureuil mentor, est-ce qu'on le voit là? Et là il est en méditation et en dessous, on les voit pas, il y a 2000 écureuils qui sont à 2 doigts d'assiéger la ville. Ce serait marrant de faire un film où en fait on se rend compte que les écureuils sont dotés d'une intelligence incroyable et qu'ils ont toujours fait semblant d'être des écureuils. Des fois je laisse divaguer mon imaginaire et
Et des fois je me marre avec des concepts, notamment avec le concept de dire et si en fait tout ce qu'on vivait c'était un théâtre et que on avait tellement bien appris notre rôle qu'on avait oublié qu'on était des acteurs. Ce serait marrant. Et ah ça va, putain, 10 minutes déjà, ça papote, hein. Et avec mon expérience avec mes enfants, ou l'expérience que j'ai avec mon père, où je l'ai rejeté à 19 ans, on se rend compte que des fois on fait le mal en pensant faire le bien. Donc quand j'ai rejeté mon père, j'ai fait quelque chose de mal, qui est de l'ordre du sacrilège. Et peu importe les caractéristiques de l'individu en plus. Et en fait, quand j'ai rejeté mon père, parce que je pense que nous existons dans l'autre et l'autre existe en nous. Quand j'ai rejeté mon père, en fait, j'allais dire, c'est comme si je m'étais tiré une balle dans le pied, mais je crois que c'est pire encore. C'est comme si je m'étais tiré une balle dans la tête. Et naturellement, les forces de l'époque, une société féminisée, féminisante, une patriarchie en déclin. D'ailleurs, j'en parlerai un jour, mais je pense qu'on est dans une sorte de matriarchie pour moi depuis presque 20 ans. Une matriarchie qui ne dit pas son nom. Et entre parenthèses, quand je fais mes descriptions, derrière, il n'y a aucune haine, aucune amertume. Je ne suis pas là aigri. Je ne suis même pas là à dire avant c'était mieux. Dans cette chaîne, ce n'est pas mon propos. Je ne suis pas là à essayer de choisir un camp, même si je le fais, même si j'ai quand même un instinct subversif pour essayer de critiquer certaines choses, mais dans le fond, les choses sont comme elles sont. Et ce n'est pas avec ma conscience de petit humain que je peux... j'ai juste un certain nombre de convictions en béton armé qui sont plus liées à des intentions naturelles, c'est-à-dire protéger l'enfant par exemple, l'enfant et même l'enfant qui est en nous. Et c'est marrant là, j'ai l'impression que vous êtes en balade avec moi et qu'on est parti voir la mer aujourd'hui. Et là, l'ambiance est assez grisou. Et ce qui est rare. Ça me fait rappeler le Maine, où des fois tu peux avoir des jours où c'est embrumé, Et donc voilà, mon but n'est pas d'avoir un discours anti, pro, tous ces trucs-là. J'ai pas envie de me retrouver dans une nouvelle errance. Je pense que tout a une explication, une raison, et que lorsqu'on souffre une certaine injustice, peut-être que cette injustice est un message, et au lieu de souffrir à critiquer le messager, on devrait peut-être comprendre, faire ce travail intérieur et peut-être comprendre nos épreuves, nos traumas,
comme des opportunités, voire des chances. J'entendais quelqu'un l'autre jour qui avait une belle remarque qui disait tout le monde a envie d'être heureux, tout le monde a envie d'être heureux, et sans se rendre compte que être heureux c'est en relation du fait de ne pas être heureux. Il faut pouvoir avoir ressenti le fait d'être malheureux pour pouvoir être heureux. Et en gros, ce qu'il disait, ça m'avait vachement plu, il disait si on offrait aux gens le fait de leur supprimer complètement la capacité d'être triste ou d'être en colère, peu de gens diraient oui. Dans l'ensemble, les gens préféraient non, je veux toujours quand même garder ma capacité à être triste, à être malheureux. Donc ce que j'essaie de véhiculer peut-être avec ces vidéos en général, c'est que peu importe les émotions, toutes les émotions méritent d'être vécues, et que en fait la tristesse, la peine, la déception font partie du spectre des émotions, et elles sont, au même titre que le bonheur, des émotions à vivre et à ressentir, pas à suranalyser et à essayer de résoudre. La tristesse, c'est pas un problème à résoudre, genre quelle est l'équation pour pouvoir supprimer cette tristesse. Tu vis la tristesse et j'ai toujours mes alarmes qui arrêtent la vidéo en plein milieu. Et tu vis la tristesse, tu vis l'injustice, tu le vis, j'allais dire comme un être mythique. Tu t'assois dessus et pour moi c'est ça être humain. C'est de regarder sa tristesse, sa peine, pas lui mettre une explication, une définition, mais simplement vivre chaque émotion qui nous sont offertes dans cette vie matérielle. Et c'est marrant, je réalise à quel point je suis en train de rallonger l'intro de cette vidéo parce que j'ai peur d'accéder au sujet de cette vidéo. Durant les 10 dernières années, j'ai fait un travail titanesque de recherche, d'études, parce que mon objectif c'est de casser les fondations pourries familiales, de trauma, d'immaturité émotionnelle, de la mère castratrice, afin, j'espère, de sauver mes enfants de cet héritage qui en plus pour moi vient des deux familles, aussi bien de mon côté que du côté de leur mère. Et il y a des bonnes vagues aujourd'hui. Et ils ont mis des drapeaux. Je sais pas pourquoi ils ont mis le drapeau blanc et le drapeau noir. Ah non, c'est pas un drapeau noir, c'est un drapeau bleu foncé, bon presque noir. Et tous les efforts que je fais au quotidien maintenant, c'est que je puisse avoir la force, le courage d'assumer mon rôle, d'être l'homme, le père que j'aurais dû être il y a 30 ans. Et peu importe si mes enfants décident de me retrouver ou pas, ce n'est plus mon affaire, c'est leur histoire, c'est leur vécu, c'est à eux de décider. Je sais qu'ils ont les capacités intellectuelles
pour processer des choses très difficiles, très complexes. Il ne reste plus qu'à faire ce que je n'ai pas réussi à l'époque, un travail d'émancipation et de sortir face aux diverses tyrannies sociétales, familiales, idéologiques. Et je leur souhaite de retrouver leur père, parce qu'en plus ça me ferait plaisir. Mais si je dois souffrir leur absence jusqu'à mon dernier souffle, eh ben, comme on dit, ainsi soit-il. Je trouverais bien une explication spirituelle, parce que, comme je le dis souvent, il n'y a pas de hasard. Et c'est pour ça que, après avoir passé des années à essayer de comprendre de manière intellectuelle, en étudiant la psychologie profondément, pour comprendre les comportements abusifs de certains membres de ma famille, les traumas de mon enfance, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Tu peux faire un PhD sur ce que tu veux. À la fin, tu ne peux pas fuir ta quête. C'est pour ça que j'ai un peu de mépris et de dédain face aux certitudes, surtout des gens de gauche, qui pour moi, idéologiquement, font un travail de destruction. Parce que derrière, il y a rien. Il n'y a que de l'intellect et des certitudes idéologiques. Et c'est peut-être un des pires fourvoiements. Et encore une énième expression de l'ego humain. Et moi qui étudiais les maths, la physique, la chimie à Marie Curie pour faire plaisir à mes parents, plus j'apprenais et plus je réalisais que moi je savais. Et c'est pour ça que j'ai en moi un instinct, j'espère mythique, mais en tout cas au minimum spirituel. Et quand tu arrives à un certain âge, tu comprends mieux les cadeaux qui t'ont été donnés durant la vie et qui sont souvent des moments, des rencontres, mais tout sauf un chapitre d'un bouquin ou un... Et pourquoi aujourd'hui je fais ces vidéos-là, c'est parce que il y a un tabou profond, aussi bien sociétal que familial, qui est autour de l'instinct ultra violent, ultra cruel qui peut exister chez les mères ou chez les femmes. Et encore une fois, j'ai de l'amour et du respect pour les individus. Hein. Je suis pas... je suis ni... je suis pas dans la misogynie, je suis pas... C'est marrant que je me suis fait tellement endoctriner par la gauche que finalement, même avoir mes pensées à moi, je fais gaffe parce que je sais très bien comment la secte de gauche perçoit les mots. Et je sais que là, avec ce que je dis, je vais me faire défoncer. Alors que mon amour et mon respect pour la mère, pour la femme est, j'allais dire, presque mythique. J'ai pas du tout de malaise. Et je demande même pas aux femmes de changer, hein, ou certaines femmes.
Mais tout ce que je décris, c'est pas juste des lectures ou des positionnements, c'est mon vécu avec... et je sais bien que certains d'entre vous vont se protéger en se disant ouais mais c'est peut-être toi qui as mal choisi, peut-être que voilà, que c'est pas comme ça. Et je suis désolé, ce n'est pas un argument pour moi, mais bon. Et donc durant toutes ces années, après le divorce qui m'a bien amoché, qui a pulvérisé mon identité de père et de mari, les gens en parlent pas, mais je pense que les femmes sont beaucoup plus solides en général. Je généralise encore une fois, excusez-moi, mais je n'ai pas de certitude. Donc quand je parle, c'est des généralisations pour permettre l'échange. À la fin, dans mon quotidien, lorsque je rencontre des personnes, j'ai l'impression de rencontrer des âmes, peu importe que la personne soit femme, homme, enfant, grand-mère. Et peu importe les préférences, j'ai aucun malaise. Mais pourquoi je parle de tout ça, c'est qu'il y a quand même un truc qui doit être partagé. Peut-être que c'est lié à l'évolution de l'humanité. Mais je suis ami avec tout le monde. Et j'ai beaucoup d'amies féminines que j'aime, que j'apprécie. Et et avec qui je me dis heureusement que je suis juste ami, parce que je sais que si j'étais en relation avec certaines d'entre elles, au bout de 2 ans, je me ferais défoncer. Ou pas. Et donc durant toutes ces années, j'ai fait un travail sincère parce que mon but, c'est de mieux aimer mes enfants, de les protéger, de remplir mon rôle et de comprendre ce qu'ils ont voulu me dire en me rejetant il y a 7 ans. Donc j'ai essayé de faire un travail le plus sincère qui soit, de compréhension, d'analyse, de correction de moi-même. Et je ne me suis pas du tout épargné. Et donc, j'ai toujours eu une sorte d'intelligence et intellectuelle et instinctive, je ne sais pas comment on l'appelle, une forme de surdouance qui fait des connexions en permanence. Donc je peux me lever le matin ou durant la journée, penser à un concept métaphysique, sentir une odeur d'un kebab et machin, et me dire et chercher un sens dans tout ça. Et ou bien interagir avec quelqu'un, et en temps réel, pendant qu'on est en train de parler, mon cerveau, par curiosité, mais aussi par amour, va se poser la question, va se dire pourquoi cette personne a mis un pull vert, pourquoi, et je vais commencer, pendant qu'on parle, mon cerveau va faire des branchements dans tous les sens pour essayer de comprendre l'autre. Et c'est pas juste une intelligence, c'est aussi une forme de perception qui fait que, par exemple, là je suis en train de marcher, j'ai certainement vu quelque chose, un caillou, de manière inconsciente, et j'en suis inconscient, je sais même pas si j'ai vu un caillou en plus. Mais si là plus loin je vois un caillou qui lui ressemble, mon cerveau va voir le caillou, et lui, de manière inconsciente, va m'envoyer un message de déjà vu. Et moi, avec ma sensibilité, je vais savoir que j'ai déjà vu ce caillou auparavant, sans l'avoir vu. Voilà, c'est un échantillon de mon cerveau qui me sert artistiquement, mais qui peut rendre ma vie difficile. Donc, durant toutes ces années, pour revenir sur le sujet, durant toutes ces années,
naturellement, j'ai fait un certain nombre de thérapies hein, parce que je ne comprenais pas du tout ce qui m'était arrivé, ce qui était arrivé à mes enfants et j'arrivais pas du tout à le comprendre. Donc j'ai fait un certain nombre de thérapies et mes premières thérapies, je voulais savoir si j'étais pas un pervers narcissique. Donc j'ai fait trois thérapies. À chaque fois au début des séances, je demandais s'il vous plaît, dites-moi, parce que je comprenais rien. Non seulement je comprenais rien, mais je connaissais rien. Je n'avais pas fait d'effort pour comprendre la nature féminine. Bref, j'étais ce qu'on appelle en anglais un people pleaser, avec le syndrome du sauveur, un homme qui voulait cocher toutes les cases de la bien-pensance et du politiquement correct en pensant que ça lui apporterait succès, réussite, amour et paix. Puisque l'une de mes quêtes aussi, c'est la paix intérieure. Et donc, je fais ces thérapies pour me dire, putain, il faut absolument que tu saches, Ethem, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu as fait? Alors que j'ai financé ma famille, j'ai été un provider pendant des années, quoi, presque plus de 20 ans. Et j'ai trouvé ça injuste lorsque j'étais dans mon égoïsme et ma perception, qui est non seulement ce divorce, mais aussi ce dédain qui grandissait chez mes enfants contre moi. Et je me suis senti seul. Je me suis dit, putain, j'ai échoué. Et pire encore, j'ai échoué mon rôle de père. Et donc j'ai échoué mes enfants. C'est une douleur que j'ai toujours en moi. C'est pour ça que j'ai une certaine virulence face aux idéologies, quelles qu'elles soient, modernistes, progressistes, qui détruisent des vies, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, avec des croyances, avec une culture de la culpabilisation et qui empêche les individus d'être authentiques et de pouvoir répondre à leurs obligations. Donc j'ai échoué, c'est comme ça que je l'ai vécu après le divorce. Et je pensais à mes enfants tout le temps. Et à la fin, j'ai repensé à tous les films qui ont bercé mon enfance. Je repensais à Rocky et à ce passage, un des meilleurs passages du film, Rocky 1, quand un jour avant le match, le fameux combat, t'as Sylvester Stallone qui revient retrouver sa douce, Adrienne, qui est en train de dormir. Il s'est baladé genre à 3h du matin, il revient à 5h, 6h. Et il s'assoit, il essaie de lui expliquer et elle comprend rien. Et c'est ce que je découvre dans cette vie, c'est la compagne, l'instinct féminin, lorsqu'il ne fait pas d'effort, ne peut pas comprendre. Il ne peut que ressentir. Et là, il y a un moment culte dans le film, où il est là en train de parler, et là, on sent surtout qu'il y a une brillance dans l'écriture, donc où il dit à Adrienne, écoute, qu'est-ce que je me suis mis dans cette situation? Je suis un loser. Je vais perdre demain. C'est quoi ce délire? Ce mec n'est même pas dans ma ligue. Et je vais me faire ouvrir le crâne en deux, tu vois. Et elle essaie de consoler tant bien que mal. Donc elle lui donne du soutien, de l'amour, mais tu as l'impression qu'il y a 2 ou 3 galaxies entre sa perception et l'instinct mythique de l'homme. Et il fait cette phrase, si je me rappelle bien, en anglais, il dit I don't care if I get my head cracked open, I just want to go the distance. Et là, c'est pour ça que je saoule tout le monde avec cette dimension mythique, parce que le mythique devient évident. Et c'est pas juste, tiens, c'est une belle répartie ou un truc. Et donc là, dans la qualité du script, Sylvester Stallone réussit à décrire en une phrase
l'instinct mythique masculin, c'est-à-dire toujours se relever et que le but n'est pas de gagner, mais le but c'est de tenir la distance. Et comme je disais dans pas mal de vidéos, chaque fois, même entre interactions humaines ou dans ce qu'on lit, il y a plusieurs niveaux de sens. Et lorsqu'on accepte d'avoir un peu plus de richesse, de profondeur, alors on arrive à lire. Et lorsqu'il dit I just want to go the distance, non seulement c'est cultissime, parce qu'en fait, on sent que en fait, son mythique ou son envie de réussir dépasse même le concept de gagner. C'est-à-dire que quand dans la vie, il y a des objectifs, bon, à la con, quoi, genre j'ai envie d'avoir un poste, j'ai envie de gagner cet argent. Lorsqu'on est dans le matérialisme, lorsqu'on est dans tout sauf le mythique, eh ben c'est des petits objectifs que l'on se met, alors que on ne sait pas qu'en fait l'objectif il est tellement au-delà de tout ça. Et donc quand Sylvester Stallone dit I just want to go the distance, il nous dit en gros que tout se joue au niveau de la foi. Et je trouve ça brillant parce que moi je suis un artiste, un auteur, et je réalise que les plus grands écrivains ont internalisé tous ces concepts. La quête du héros par exemple, qui est une autre formalisation de la quête du mythique. Et lorsqu'il dit voilà, just want to go the distance, si tu continues à pousser la réflexion, même avec cette phrase aussi simple, tu comprends qu'il y a tout se joue au niveau de la foi. Et quant à la foi, la vraie, je ne sais pas comment l'articuler, c'est comme si tu savais déjà que en fait, l'univers et toi, vous vous retrouvez, puisque là, au niveau de la foi, ça dépasse la raison. Il n'y a pas des scientifiques dans un laboratoire qui étudient statistiquement les probabilités de gagner. Tu as déjà gagné. Et donc, désolé pour la méga parenthèse de 10 minutes. Et donc, quand j'ai compris la supercherie de cette vie, quand j'ai accepté de marcher sur des œufs avec la mère de mes enfants pendant trop d'années, quand je me suis fait défoncer la gueule alors que j'étais le seul provider, quand j'ai compris que malgré ma bienveillance, j'avais échoué parce que j'avais commis un sacrilège. Et je ne vais pas rouvrir une autre parenthèse, mais pendant les 10 dernières années, j'ai pas fait que de lire des bouquins. Je me suis confronté à la vie. J'ai passé en revue mon enfance, ma relation avec mon père. J'ai appris énormément de la jante féminine. Donc il a bien fallu interagir avec toute la bienveillance du monde, avec la jante féminine pour comprendre. Comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, on peut passer une vie à savoir ce que ça veut dire être un homme ou ce que ça veut dire être une femme. Des fois, l'information, elle est juste devant nos yeux. Et cette information-là, je l'ai trouvée dans l'instinct féminin. Pour moi, dans toutes les femmes, peu importe la culture, peu importe les idéologies politiques, il y a, en anglais on dit le blueprint, il y a le schéma de l'homme mythique inscrit dans toutes les femmes. Et lorsque par amour pour les femmes, tu fais un travail de compréhension, d'amour, et pas d'analyse des mots qu'une femme, ta sœur, ta mère pourrait te dire, parce que, comme je l'ai dit, à chaque fois il faut toujours traduire.
j'avais rarement rencontré de personnes qui disaient exactement ce qu'ils pensaient. Et donc ça a été, comment on appelle ça, comment dire en anglais, un breakthrough, où j'ai trouvé ça. Et aujourd'hui, je n'ai aucune rancœur, aucune amertume, même si parfois je peux parler trop souvent de l'hyperféminisation du monde. J'ai de la peine maintenant pour les femmes en général, parce que je pense que le monde qu'on crée de plus en plus, qui était à la base censé être de plus en plus stable et sécurisant pour la gente féminine, devient de plus en plus en errance. Et j'ai l'impression que le monde est en train de devenir une garderie immature, inondée d'ego humain, et une sorte d'immaturité. Bref, tout sauf la part mythique qui existe dans l'instinct féminin et dans l'instinct masculin. Et donc, mon but depuis l'enfance, c'est de comprendre. J'ai eu une enfance extrêmement difficile, avec des parents d'une cruauté rare parfois, même si j'ai eu des bons moments globalement, mais j'ai subi un certain nombre d'abus je doute que ni ma mère ni mon père aient été conscients. Et donc j'ai grandi avec cette sensibilité, ce cerveau, et j'ai compris dernièrement pourquoi je cherchais à comprendre, pourquoi je faisais toutes ces analyses, ce travail. C'est parce que je pensais que j'allais trouver un jour l'explication pourquoi mes parents avaient été aussi fous. Je ne sais pas si ça vous le fait des fois d'avoir à des moments où tu vis des situations tellement difficiles ou décevantes, violentes, abusives, et au lieu de dire ben voilà, peut-être que simplement ces personnes n'étaient pas capables d'aimer, peut-être que c'est comme ça, hein. Elles ont fait ce qu'elles ont pu, hein. Eh ben on rentre dans une errance où on essaie de trouver une explication qui pourrait en fait nous donner une explication réconfortante. Et donc j'ai grandi toute ma vie avec un esprit en analyse des choses pour pouvoir trouver l'amour que j'attendais. Et je me suis dit, peut-être que tout le travail c'est moi qui dois le faire. Je dois peut-être comprendre tout, pourquoi ma mère était comme ça, pourquoi mon ex-femme était comme ça, pourquoi mon père était comme ça, en espérant que si je grattais suffisamment profond, j'allais trouver un trésor. Ah ben en fait si, regarde, j'ai tout étudié en psychologie, en histoire, en instinct féminin, et au fond, il y avait de l'amour. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait c'était une errance de mon ego. C'est marrant, je suis en train de nettoyer le sable. C'est fou hein, comment je suis en train de faire des méga intros et j'ai toujours peur d'attaquer la moelle du sujet. Et donc j'ai passé les 10 dernières années et il me faudrait 3 jours pour raconter tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai appris. Et donc après mes multiples thérapies, j'ai fait une thérapie intéressante avec une femme, et je me suis complètement livré à elle, une Française ici à Los Angeles, et elle a écouté mon histoire, et au bout d'une dizaine de séances, elle me dit, tu sais Atem, je vais t'avouer un truc qui est très tabou dans la société. Et elle m'explique qu'avant d'être psychologue, elle était thérapeute spécialisée dans les violences conjugales.
Et elle me dit que pendant des années, elle suivait des hommes et des femmes qui étaient abusés physiquement ou psychologiquement dans leur relation par l'autre partenaire. Et elle me dit, je vais te dire un truc que personne n'ose dire. Et elle me dit qu'à 80%, elle avait fait ses études et elle avait regardé tous les cas qu'elle avait reçus de femmes abusées physiquement. Et elle me dit, tu sais, 80% des femmes que j'ai reçues qui étaient abusées physiquement par leur mari, à 80% c'était des femmes qui avaient abusé psychologiquement leur mari, et un jour le mec il pète un câble. Et elle me dit que tu vois, ces choses-là on ne peut pas les dire dans ce monde, dans cette société, parce que c'est tabou. Et donc petit à petit, chez moi, ça a permis de rendre certains verrous, de s'ouvrir pour que ce soit moins tabou, pour que je puisse accéder à ce que je voulais parler aujourd'hui. C'est l'extrême violence, l'extrême cruauté que les mères peuvent avoir de manière consciente ou inconsciente. Et qui des fois ne s'exprime pas sous la forme de cris ou de violence psychologique, mais s'exprime autrement. Et je vais conclure avec cet épisode. Je suis désolé, j'ai l'impression que tout l'épisode est une intro. Et là, j'arrive à la frontière de Malibu. Et je vais conclure cet épisode avec quelque chose que j'ai compris, parce que je me suis longuement interrogé, mais pourquoi autant de violence de la part de ma mère? Pourquoi autant de cris? Pourquoi autant de chaos? À l'époque, c'était très simple pour moi, tout était la faute de mon père, donc ça m'a permis de survivre émotionnellement. Mais aujourd'hui, je dois bien me rendre compte qu'il y a un grave problème. Et ce problème est que il y a dans l'instinct féminin, dans l'instinct de la mère, un désir, conscient ou inconscient, de briser la relation entre l'enfant et le père, d'empêcher que les enfants, notamment le fils, reçoivent l'amour du père. Et donc ça passe par des politiques de dénigrement, par des formes d'abus divers et variés. Et aujourd'hui, j'ai du mal à le partager, mais ma mère a fait un travail brillant d'utiliser l'instinct féminin, d'utiliser la loyauté naturelle que ses enfants avaient vis-à-vis d'elle, et pour détruire le lien qu'il y avait entre mon père et moi. Et encore une fois, comme je le dis dans le but de cette chaîne, de ce que je raconte, ce n'est pas, ça m'intéresse pas de pointer du doigt. Je suis rien, moi. Je peux pas dire si une personne est bonne ou mauvaise. C'est pas. Je peux dire si une personne est violente. Je peux dire si une personne a été abusive, mais ce n'est pas à moi de faire des jugements. Pour moi, le jugement, c'est à Dieu de le faire. Je suis là juste en train de partager et je me refuse à déployer de la colère ou un jugement moral, peu importe, les hommes, les femmes, tout ça. Et j'ai passé ma vie à comprendre, mais pourquoi ma mère avait été si cruelle, pour comprendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une mère ou une femme cumule son instinct de survie féminin, et pour peu qu'elle ait vécu des souffrances durant l'enfance, donc elle ait développé une pathologie X ou Y, genre Cluster B Personality Disorder, la combinaison des deux, ça te crée une troisième guerre mondiale.
Et donc, comme je le dis souvent, j'ai eu cette image il y a quelques années de cette mère qui en plus souffre. Hein. Je pense pas qu'elle se réveille un matin, je vais faire souffrir mes enfants, je crois pas du tout ça, mais qui, lorsqu'elle est déçue, brûlera la forêt avec ses enfants dedans. Et moi, par désespoir, j'aimais tellement mon père, mais ma mère n'arrêtait pas. J'ai jamais vu mes parents s'aimer. Hein. Pas de bisous, pas de trucs, jamais. Et donc, j'ai grandi avec cette image immature que ma mère était un ange et que mon père c'était le diable incarné. Hein. Et aujourd'hui, je peux le dire, la violence psychologique venant de ma mère était terrifiante parce que dans la vie, on peut subir un certain nombre d'abus. Tiens, voilà, il y a un connard, tiens, je vais me faire agresser, tiens, machin. Mais il y a un abus dont on parle jamais. C'est l'abus de l'imprévisible. Alors, tu grandis en espérant que tes parents vont te protéger, vont être une source de stabilité. Et là, moi, ce qui me terrorisait, c'est quand ma mère avait une crise de nerfs, hurlements, vraiment très similaire aux familles d'alcooliques. Et c'est pas ces crises de nerfs qui m'ont fait le plus de mal. Ce qui m'ont fait le plus de mal, c'est le côté aléatoire, c'est-à-dire que lorsqu'elle était à peu près bien, tu savais que ça n'allait pas durer. Donc tu savais, genre, imagine c'est mardi et tu dis tiens c'est cool, il n'y a pas eu de cri aujourd'hui. Et mercredi arrive, tiens c'est cool, il n'y a pas eu de cri. Et en fait, tu as une angoisse qui monte parce que tu sais qu'elle va péter un câble un jour. Peut-être que ça va être jeudi, peut-être que ça va être vendredi, peut-être que ça va être dimanche. Et plus les jours passent, et plus j'étais, le petit Athème de 5 ans à 8 ans, j'étais terrorisé. Et j'avais des angoisses horribles parce que presque, c'était pas le degré de colère, c'était le côté imprévisible. Ouais. Et aujourd'hui, avec cette chaîne, mon but, c'est d'essayer de tendre vers une vérité sans jugement, avec toujours un désir d'amour, de compréhension, et en apprenant à aimer même les personnes les plus abusives. Ça ne veut pas dire les fréquenter, hein. Afin d'avoir de la compassion, presque de l'empathie, et peut-être réussir à piger quelque chose dans cette vie et qui pourrait permettre peut-être de protéger les prochaines générations. Et en tout cas, c'est ce que j'ai vécu durant mon enfance. J'ai pas réussi à totalement protéger mes enfants de ça. Et c'est une grande souffrance que j'ai en moi. Et donc petit à petit, avec mes recherches, mes souvenirs, j'ai compris qu'en fait, ma mère souffrait d'une peur de l'abandon terrifiante, qui est assez typique des personnes qui souffrent de BPD, Borderline Personality Disorder. Et l'angoisse qu'elle avait était plus grande que son amour pour ses enfants. Et donc,
Me concernant, j'en ris parce que c'est censé être une femme musulmane avec un respect de la patriarchie, parce que c'est en islam, la patriarchie c'est quelque chose de sacré. Mais en même temps, l'instinct féminin est des fois plus fort que les préceptes religieux. Et elle a compris instinctivement qu'il fallait briser le lien entre moi et mon père, parce que c'est un truc qui est bien connu, même dans les familles les plus stables d'ailleurs. Une mère va tout faire pour détruire le lien avec le père. Pourquoi ? Parce que si l'enfant peut bénéficier de l'amour du père, le fils notamment, en l'occurrence, eh bien, l'amour du père risquerait de permettre au petit garçon de devenir un homme. Or, la mère qui ne veut pas perdre son petit garçon a un égoïsme totalement démesuré, où elle a besoin que son fils reste son petit garçon. Donc elle va faire, sans s'en rendre compte, l'éduquer de manière à le rendre immature émotionnellement, émotionnellement dépendant, et le castrer tout doucement, gentiment, mais avec amour, pour qu'il n'ait pas accès justement au mythique qui est en lui et qui devienne le gladiateur de sa vie. Et donc moi, c'est ce qu'a fait ma mère, c'est que elle m'a fait haïr mon père, le rejeter, et elle a fait ce travail d'une brillance, parce que mon père aussi avait ses dysfonctions, donc elle a, comme un chirurgien, elle a pu prendre les facettes ultra dysfonctionnelles de mon père pour l'utiliser dans sa campagne de manipulation. Et donc j'ai grandi en me disant, mon père, tout ce que je dois faire dans cette vie, c'est d'être l'opposé de mon père. Et je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, non seulement je commettais un sacrilège, et quand on est plus ou moins spirituel, tu ne peux pas déconner avec le sacrilège. Tu sais que c'est comme le karma. Quand tu crois au karma, quand tu l'as vécu, ça fait peur. Moi, aujourd'hui, je souhaiterais même pas à mon pire ennemi le karma, parce que quand ça frappe, quand ça arrive, putain. Et moi, je sais que le karma arrive, tu peux pas le fuir. Et j'espère un jour réussir à aider mes enfants à guérir et à les soutenir et à être le père qu'ils méritent. Et donc il y a une angoisse profonde chez la mère, surtout dans les sociétés modernes où finalement il y a quand même beaucoup de pression qui est mise sur les familles. Je pense que c'est trop difficile pour un couple d'élever des gamins. Je pense que c'était plus sain avant, lorsque c'était la tribu qui s'occupait de l'éducation des enfants. Et donc j'ai compris, mais vraiment plus tard, il y a quelques années, qu'en fait ma mère avait un intérêt de supprimer la relation entre mon père et moi, parce que si je devenais un homme, ça voudrait dire qu'elle perdait son petit garçon. Et pour moi, c'est la pire des violences qu'une mère peut infliger à son garçon. Je crois même que les mères devraient paniquer, même si c'est un père dysfonctionnel. J'ai donné l'exemple de certains pères qui sont des criminels et qui sont en prison et reçoivent la visite de leurs enfants. Et ça, c'est 1000 fois plus sain que ce qui est en train de se passer pour mes enfants ou ce qui s'est passé pour moi. Et c'est d'autant plus tragique, c'est qu'il y a une sorte de convergence entre les dysfonctions de la mère et les dysfonctions, les abus possibles des femmes avec les intérêts d'une société dont l'intention c'est de nous transformer en poulets sans tête. Et donc j'ai grandi persuadé que je devais faire l'inverse de mon père
et sans me rendre compte qu'en fait, les velléités de ma mère castratrice m'avaient transformé petit à petit, pas en un homme. Et c'est pour ça que j'ai une déception familiale, aussi bien de mon côté que du côté de mon ex-femme, que personne n'ait les couilles de se relever, de protéger mes enfants de ce tragique actuel. Donc je me sens seul, mais c'est pas grave, j'accepte la mission. Et en gros, ce que je décris avec vous, c'est pas juste une expérience d'un homme, d'un jeune homme, et de son enfance et de sa mère dysfonctionnelle, mais je décris aussi, dans ma grande stupeur, que ce sont les mêmes mécanismes qui se passent dans la civilisation, en société, où en fait on distrait les jeunes hommes en les coupant du père, de la patriarchie, afin que leur nature de rébellion subversive soit annihilée. Et la société va tout faire pour que l'instinct masculin soit réprimé et va endormir les femmes en leur disant « Regardez, la patriarchie c'est violent, regardez-le ». Or, le pire qui puisse arriver aux femmes, à la société, ce sont les hommes faibles. Quand la société essaie de mettre à genoux les hommes en leur disant qu'ils sont toxiques, que leur masculinité est toxique, que leur désir sexuel c'est une perversion, c'est dégoûtant, et en même temps on les inonde de porno, on crée des hommes, comment dire, quand je parle du mythique, c'est un truc d'une grande puissance et d'un grand raffinement, c'est pas quelque chose que tu contrôles avec des idéologies. Donc lorsqu'on rend faibles les hommes, faut pas croire que leur part mythique elle disparaît. On crée le pire, puisque les hommes ont conscience de leur violence et la gèrent entre eux. Et ils n'ont pas besoin que les femmes ou la société comprennent. Mais quand la société se croit plus maligne que le mythique ou le masculin, et qu'elle crée des mécanismes culpabilisants, ça enfouit l'instinct masculin qui devrait être perceptible. Donc tu as des mecs, des jeunes hommes, qui ont envie de pénétrer le monde, qui ont des désirs sexuels puissants, qui sont corrélés avec la vitalité, qui se retrouvent avec ces sociétés modernes où il faut montrer patte blanche. Et en fait, on crée le vice, un vice incroyable, parce que le pire qui puisse arriver, c'est... moi, j'ai eu aucun problème. Tous les hommes forts que j'ai rencontrés dans ma vie, qui assumaient leur force, c'était les hommes les plus fiables. Quand tu es un jeune homme, et que tu essayes de réussir dans cette société en cochant toutes les cases du bien, tu ne deviens plus un homme, tu deviens un collaborateur, tu deviens un maniganceur. Tu n'es plus dans la vie ou dans le masculin, tu es dans la stratégie. Et donc, dans le vice. Voilà, donc... là, c'est une longue marche. J'essaie de finir l'épisode. Et il m'aura fallu perdre mes enfants pour m'intéresser à tout ce que je vous raconte. Avant, je voulais être vraiment le mec conciliant, payer les factures et voir mes enfants, tu vois, et avoir un chien et puis mourir comme ça. L'univers en a décidé autrement. Maintenant, je me retrouve... j'arrive plus à mettre un genou à terre, ou j'ai du mal à me conformer, mais j'ai réussi un truc dans ma vie, c'est de préserver et d'entretenir ma capacité d'émerveillement. Et c'est marrant parce que ces femmes qui ont traversé ma vie étaient des sources, des objets de désir pour moi. Et plus je fais mon travail, et plus je vois la plupart, en tout cas des femmes que je connais, je les vois plus comme des petites sœurs maintenant. C'est bizarre. Et j'ai... Et donc, pour reprendre, la pire angoisse
d'une femme ou d'une mère, surtout lorsque il y a une sorte d'immaturité émotionnelle, c'est l'angoisse de perdre ses enfants. Et donc la relation des enfants au père est dangereuse. Et donc il m'aura fallu toute une vie pour comprendre tout ce que je vous raconte là. Parce que voilà. Voilà les amis, je vais finir cet épisode là et je le reprendrai peut-être sur le même sujet la prochaine fois. Ou bien je continuerai mes réflexions en m'inspirant de la culture américaine et notamment de la Constitution américaine qui est un document d'une brillance rare qui est empli de sacré et qui est un document considéré par les Américains aussi sacré que la Bible. Et il faut que je vous raconte parce que c'est... Et j'ai de la peine parce que tout ce que je partage avec vous, je sais que quand j'étais gamin, ça existait en France. Et on l'a perdu et on continue à le perdre parce que le système a réussi à transformer le peuple à écarter le peuple de son destin et de sa part mythique. Et le problème, c'est que ce qui est fascinant avec le mythique, c'est que c'est pas un truc optionnel, tu vois. Si tu vas pas vers lui, ça veut pas dire qu'il viendra vers toi forcément, mais il y a le prix à payer pour fuir sa quête, son destin ou sa part mythique est 1 milliard de fois plus tragique que si on accepte d'aller vers lui. Voilà. Bon ben, je vous dis à bientôt. Merci pour votre intérêt et puis prendre un peu de temps avec moi à chaque fois. Allez, j'allais dire je vous embrasse, mais je vous embrasse aussi. Allez, à toutes. Salut.